Chers auditeurs, je sais très bien ce que vous êtes en train de vous dire. Oui, je vais encore parler de Robert Pattinson. Mais avant que vous partiez, reconnaissez quand même que je fais des efforts. Parce que je vous signale que jusqu'à maintenant, j'ai toujours esquivé son plus grand rôle. Sachez d'ailleurs, je le fais pour préserver Bastien, parce que, mettez-vous à sa place 2 secondes, ça fait 20 ans qu'il m'entend parler de Batman à chaque fois qu'on se voit. Du coup, je le fais à petite dose. Je voudrais pas qu'il finisse par me faire une allergie avant qu'on ait pu parler de The Batman dans ce podcast. Alors en attendant, cette semaine, j'ai choisi de revenir sur la thématique du mariage, déjà abordée il y a quelques semaines. Parce que comme vous le savez, Bastien est en plein dedans. Et je le prépare moi, c'est mon rôle en tant que témoin. Toujours. Bon, par contre, cette fois, j'espère vraiment qu'il va pas trop s'inspirer de ce mariage-là, parce que l'ambiance était clairement pas ouf. Et justement, venons-en au film et à ce que j'en ai pensé, parce que on est quand même là pour ça. Bon, j'avoue, il y a un gros indice dans la pièce dans laquelle on enregistre, puisqu'il y a littéralement une énorme affiche du film accrochée au mur à environ 1 mètre de nous, et ça pour le plus grand bonheur de Bastien, évidemment. Je peux donc dire officiellement que je vis donc désormais avec la tête de Pattinson en 4x3 dans mon salon, et à ce rythme-là, Bastien va finir par croire que c'est moi qui voulais me marier, mais avec lui. Mais je vous assure que c'est pas vraiment la raison, vous allez voir. La vérité est en réalité beaucoup plus simple. Il se trouve juste que The Drama, c'est mon coup de cœur ciné de cette première partie d'année 2026. Et contrairement aux apparences, c'est pas tant pour Pattinson ou pour Zendaya, même s'ils sont excellents dans leurs rôles respectifs, mais c'est surtout pour la direction que propose le film. Parce que la force de ce dernier tient d'abord dans son genre. Un genre qui va glisser à mesure des minutes pour passer d'une apparente comédie romantique à un drame qui emprunte son humour aux comédies noires et qui parvient à créer un vrai malaise chez le spectateur. Et l'un des tours de force du truc, c'est que ça a commencé dès le titre et le teasing autour du film. Parce qu'on vous a tous bernés. On vous a laissé penser que le fameux drama serait la révélation d'Emma, le personnage de Zendaya. Mais il s'avère finalement que c'est plutôt ce qui va suivre qui va le devenir. La révélation n'étant que le point de bascule vers un malaise qui va en grandissant. Et ça n'est encore que la façade du film, qui est au passage parfaitement dépeinte à l'écran par une réalisation soignée, nette et terriblement efficace dans son montage. Mais au-delà de ce que nous raconte le film, il nous pose des questions plus profondes. Et il nous bouscule en nous confondant avec ces personnages. Rarement d'ailleurs ces dernières années, j'ai vu une salle autant réagir pendant une séance. Parce que le film percute et interroge. Que serions-nous prêts à accepter, à pardonner au nom de l'amour que l'on porte à notre moitié ? Vaste question. Alors, c'est sans doute ça le cœur du sujet. Peut-être, mais peut-être pas. Parce que il y a encore autre chose, une autre couche, subtilement cachée derrière le vernis craquelé de ce couple qui explose. Il y a un sous-texte habilement révélé par les personnages, leurs questions et surtout leurs actes, qu'ils furent prémédités ou vraiment réalisés. Tout ça, ça nous raconte un contexte, une époque, mais surtout un pays, l'Amérique. Et à mes yeux, il est là, l'épicentre du film. La critique violente, acerbe et froide de ce pays, et spécifiquement de sa culture de la violence, enrobée dans une dose de réussite sociale et d'une histoire d'amour aux traits hollywoodiens. La vérité, c'est que ça n'est pas juste une romance qui veut nous faire passer un moment dérangeant, non. C'est un petit peu plus que ça. C'est un tableau un peu plus sombre qui nous raconte le chaos qui sommeille derrière les apparences tranquilles. Et au fond, il est peut-être vraiment là, le drama. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous, salut Bastien. Salut Guillaume, salut tout le monde. Comment ça va ? Ça va très bien. Ça va très bien. Hâte de parler de ce film. Oh là, ça commence. Non, mais je pense que ça va être cool, ça va être intéressant. Mais oui, il y a très bel édito. Faut arrêter de parler de mon mariage futur, par contre, parce que ça me gêne, là, vraiment. ça va devenir mon jeu préféré. Il va y avoir un épisode sur mon mariage, ça promet. Un hors-série. Un hors-série qui sera diffusé pour bien m'afficher auprès de ma famille. En non répertorié, caché quelque part sur YouTube.
Bon, vous l'avez compris, on est ensemble aujourd'hui pour parler de The Drama, qui est sorti le 1er avril 2026, L'Aveu dans son titre québécois. Film réalisé et écrit par un Norvégien qui s'appelle Kristoffer Borgli. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Le film dure 105 minutes, oui, 1h45. Il a été réalisé avec un budget estimé aux alentours de 30 millions de dollars. J'ai eu un petit peu de mal à trouver un budget ouais, mais le film est très récent, précis. Peut-être que c'est pour ça. Et au moment où on enregistre, on est le 24 avril et les derniers chiffres officiels qu'on a trouvés sur le box-office mondial s'élèvent à 96 millions d'euros. Donc le film clairement est un succès par rapport à son budget initial. Je l'ai dit, le film est écrit et réalisé par Kristoffer Borgli. Alors c'est un réalisateur que je ne connaissais pas du tout. Il a seulement réalisé 4 longs métrages avant ça qui n'ont pas eu une visibilité incroyable, et il est surtout connu pour avoir fait beaucoup de courts métrages, une dizaine à son actif. Et pour moi, c'est vraiment un des premiers points surprenants de ce film, c'est qu'il a réussi à avoir un casting XXL pour son film. Un petit peu, ouais, surtout aujourd'hui avec ces deux-là. Exactement, et surtout, il est produit par A24, qui est un producteur qui, ces dernières années, a fait des films qui ont plutôt bien marché. Je pense à Aftersun notamment, ou d'autres encore, mais c'est vraiment un film qui est dans l'esprit de ce studio-là, qui a accompagné l'auteur. Le casting, donc je l'ai mentionné, on retrouve évidemment Robert Pattinson. Ai-je besoin de le présenter? Je vais quand même le faire. Acteur que l'on a notamment découvert dans la saga Twilight, puis qu'on a vu dans Harry Potter. Avant Twilight, c'est vrai, on l'a vu dans Harry Potter avant. Et on va dire qu'il a explosé au grâce à grand Twilight, public avec absolument. Twilight. On l'a vu récemment dans un film qu'on a traité dans ce podcast, Mickey 17. Absolument. On l'a vu également collaborer avec Christopher Nolan dans Tenet. Et évidemment, dans un film de Matt Reeves. Mais non, mais c'est pas possible. The Batman. Mais arrête. Dont j'en profite puisqu'on en parle. La suite est en production. Le tournage commencera au mois de juin et le film devrait sortir en novembre 2027, je crois. Il a joué Batman. Dans lequel il reprendra. Et ça alors. Évidemment. Je savais pas. Tu savais pas? Mais non, je savais pas. Et j'ajoute qu'il sera à l'affiche dans quelques jours maintenant, au moment où on enregistre, d'un film qui s'appelle Die My Love, qui sort à la fin du mois d'avril. C'est celui avec. J'ai oublié son nom, celle qui a joué dans les Hunger Games, non? Oui. C'est pas ça? Oui, c'est ça. J'ai oublié son nom. Moi aussi. C'est génial. On est formidable. vraiment extraordinaire aujourd'hui. On est doué quand même pour les noms. On est très très bon. Il est accompagné à l'écran par Zendaya qui joue le personnage de Emma. Zendaya, on l'a évidemment vu dans tout un tas de choses, dans une série. Jennifer Lawrence. Voilà, c'est bon, on peut passer à autre chose. Zendaya, on l'a pas vu dans Jennifer Lawrence. Zendaya, ça n'a rien Oh là là, calme-toi. Tu as mal placé ta phrase. C'est un podcast tout public. Calmez-vous. Non, donc Zendaya qu'on a vu notamment dans la série Euphoria, dont on parle beaucoup dans la presse ces temps-ci, puisqu'il y a une nouvelle saison qui sort. Une nouvelle saison qui apparemment en fait, ils ont changé de showrunner. Et Zendaya justement fait parler de ça, puisque apparemment il y a des histoires de tension avec Sydney Sweeney, dont on a parlé dans La femme de ménage. Exactement. Et justement le nouveau showrunner aussi qui délaisse un peu l'identité de base de la série, si j'ai bien compris. C'est une série que j'ai pas vue. Ma petite sœur en parlerait mieux que moi, puisqu'elle est en train de tout se refaire et ça fait des années qu'elle me conseille de regarder cette série. On la met sur la liste des choses à voir. Choses à faire. On l'a vu évidemment dans la saga Dune de Denis Villeneuve, dont le 3e volet sortira également cette année. On l'a vu dans Grosse The Greatest Showman. Oui, c'est vrai, t'as raison. Grosse année. Et on l'a vu l'année dernière dans un film qui a cartonné, qui s'appelle Challengers, dont tout le monde a parlé. C'était vraiment un film. Je l'ai pas vu celui-là. Que moi j'ai vu et que personnellement je n'ai pas aimé, à l'inverse de beaucoup de critiques. Je crois qu'Emeric avait beaucoup aimé, si je dis pas de bêtises. Et ben Emeric, on t'embrasse. On aura peut-être l'occasion d'en parler un jour. On l'a vu évidemment dans la saga Spider-Man, aux côtés d'un certain Tom Holland. Je connais pas. Et on la verra cet été dans le prochain film de Christopher Nolan, l'Odyssée. C'est incroyable. Aux côtés d'un certain Tom Holland. Et qu'elle retrouvera aussi dans le prochain Spider-Man. Donc on va les voir à l'écran. Oui, on va les voir à l'écran pas mal de fois. Donc grosse année encore une fois. Grosse année en termes de blockbuster là, c'est. Ouais, c'est une grosse année ciné. Il y a un Spielberg qui sort dans quelques semaines. Ça, faudra qu'on aille le voir. T'as pas le choix, tu viens le voir avec moi. Bien sûr, avec parce que monsieur là en ce moment, il me délaisse pour les séances ciné solo ou avec d'autres gens. On va régler. Je commence à être jaloux. Je vous le dis. Je profite. Je suis en vacances. Je vais au cinéma. Je ne suis pas en vacances, mais quand même. On retrouve aussi au casting. Je vais citer 2 autres acteurs. Alana Haim qu'on a vu notamment nous dans un film dont on a parlé récemment, c'est Une bataille après l'autre.
puisqu'elle a un petit rôle, Alana Haim, dans Une bataille après l'autre, et on l'a vu dans Licorice Pizza. Oui, également. du même réalisateur. Du même réalisateur. Je me souvenais pas qu'elle avait un petit rôle. Si, dans... on la voit, elle se fait tuer dans. Elle fait partie du groupe de résistants là, et elle se fait tuer quand l'autre balance le. Ah ouais. Ouais, elle se fait tuer en essayant d'échapper, de s'évader d'une supérette là. Ok, my bad. Et en puis plus, c'est pas moi qui ai préparé Une bataille après l'autre. Pas du tout. Donc elle joue le personnage de Rachel dans ce film dont on va sans doute beaucoup parler. Et puis Mamoudou Hati qui joue le personnage de Mike que on a vu notamment dans une série qui s'appelle Archive 81, une série que moi j'ai vue en l'occurrence sur Netflix. C'était assez moyenne, dirons-nous. On l'a vu dans The Circle ou encore dans Jurassic World, le monde d'après. Ce cher incroyable. Acteur. Voilà, on aura l'occasion aussi de parler de son personnage puisque bon, il y a d'autres comédiens, mais c'est vraiment Zendaya et Pattinson qu'on voit l'essentiel du temps. C'est le cœur du film, ça, le cœur du cast. Les plus intéressants. Alors évidemment, à ce stade, pas de catégorie récompense ou nomination, vous en doutez, c'est trop tôt. Mais malgré tout, je vais vous donner une petite tendance, puisqu'il existe un système qui s'appelle le Metacritic, qui permet de recenser les critiques. C'est un truc qui existe dans le jeu vidéo, qui existe dans le cinéma. Et qui recense les notes de toute la presse et des spectateurs. Et les notes de la presse sont assez moyennes puisque le film a une note de 59 sur 100, ce qui est énorme. Très bas, et de 68 sur 100 s'agissant du public. Et je trouve qu'il y a une dissonance entre ces notes et, je l'ai dit tout à l'heure, les chiffres du film. Le film marche très bien, il est toujours en salle alors qu'il est sorti le 1er avril, donc il va rentrer dans sa 5e semaine d'exploitation, ce qui est quand même pas anodin pour ce film-là. Je pense que le studio, je sais pas quelles étaient les attentes du studio, mais je suis pas sûr qu'ils en attendaient autant. Mais voilà, je trouvais intéressant quand même. Avec Zendaya et Pattinson au casting, je pense qu'il devait quand même avoir une certaine attente financière de retour sur investissement. Qu'il y en avait un petit peu, mais je suis pas sûr qu'ils envisageaient que le bouche à oreille soit aussi efficace parce que c'est surtout de ça dont le film profite. Il y a un bouche à oreille qui est vraiment bon et notamment des retours de salle plutôt positifs. Après, je crois qu'ils ont fait une promo, une campagne marketing très spécifique aussi. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils avaient publié une fausse annonce de fiançailles dans un journal. Exactement. Est-ce que je t'ai coupé l'herbe sous le pied ? Tout à fait. Allez, pour une fois que c'est moi. Non, mais bravo. J'allais venir à ces anecdotes de production. Effectivement, un des éléments intéressants, c'est qu'ils ont fait une fausse annonce de mariage dans le Boston Globe, puisque le film se passe dans la banlieue de Boston, pour promouvoir le film, ce qui avait vraiment créé une réaction en chaîne de beaucoup de fans à l'époque. Surtout que Zendaya venait de se marier avec Tom Holland, donc non, ça n'a pas de sens, Zendaya. Non. C'était assez surprenant, mais ça a plutôt bien fonctionné. Je l'ai dit, le film est réalisé par Christopher Borgli, je vais en dire quelques mots. Donc c'est un réalisateur norvégien. Et il a expliqué que lui, son obsession, ce qui l'a amené à vouloir faire ce film, c'est que c'est un mec qui a une petite obsession, en tout cas un petit kink on va dire, sur les séances photos dans lesquelles lui est extrêmement malaise, il déteste se faire prendre en photo et qu'il a voulu dans ce film, et c'est le cas notamment d'une scène, mettre en avant le fait que quand on pose sur des photos, pour beaucoup de gens c'est un moment de malaise, et il a voulu se servir un peu de ça pour on va dire la base de son film, de retranscrire ce que peut être le malaise de gens qui subissent ou qui font des séances photos, et que ça devienne un petit peu la manière dont le film se déroule. Et les photos sont un pan important du film, à commencer par les affiches, puisque une des affiches reprend, celle qui est à mon mur justement, reprend une photo qu'on va revoir dans le film avec une petite différence, on aura l'occasion d'en parler. Et puis il a expliqué, et ça je l'ai dit un petit peu dans l'édito, que sa volonté c'était vraiment de prendre un peu les gens à contre-pied sur le genre du film. Ce genre de comédie romantique, c'est ça ? Exactement. Et donc d'aller vraiment plutôt vers on va pas dire un thriller, mais en tout cas vers un truc qui s'éloigne de la comédie, parce que le film n'est pas vraiment n'est pas du tout une comédie romantique comme on l'imagine. C'est pas une comédie romantique classique, c'est pas une rom-com classique comme pouvait l'être Crazy Stupid Love. Exactement, et le film petit à petit va aller vraiment vers autre chose, et en tout cas va utiliser des codes un peu différents, notamment dans la mise en scène. Alors je l'ai dit, le film se passe à Boston, il a été tourné beaucoup en lieu réel à Boston, notamment dans le musée qui s'appelle l'Addison Gallery of American Art, qui est le musée dans lequel travaille Charlie. Et ils ont tourné la scène de rencontre dans le café Tate, qui est un café connu à Boston. Et l'appartement, lui, il a été trouvé aussi à Boston. C'est un vieil appartement qui date du tout début du 19e siècle. Et ils ont
voulu vraiment, il voulait que avoir un décor vraiment particulier et atypique, et c'est vrai que l'appartement... Je crois qu'ils ont utilisé de vrais objets d'art contemporain, c'est pas juste des accessoires juste pour le film. Alors oui, et ils ont même utilisé des choses qui appartenaient aux comédiens sur le plateau, et il y a beaucoup d'art contemporain, tu l'as dit, il y a des tableaux notamment sur lesquels on insiste parfois, qui sont censés avoir une signification importante dans le film. Je l'ai dit, le film a été produit par A24, qui a fait notamment... il a été produit par Ari Aster en l'occurrence, qui est le réalisateur de Midsommar. Voilà, on retrouve vraiment un sentiment dérangeant, et c'est un truc dont A24 à l'habitude, ça fait partie un peu de leur ligne éditoriale. Et enfin, deux petites choses techniques. D'abord, le film a été tourné en pellicule 35 mm, il n'a pas été tourné en numérique, ce qui lui donne un grain un peu qu'on a moins l'habitude de voir. Et je vais dire quand même un mot de la musique, parce que petit hasard du calendrier, la musique a été composée par Daniel Pemberton, et c'est celui qui a fait la musique d'un film qu'on a vu ensemble récemment, avec Ryan Gosling. Non, de projet Hail Mary. Exactement, incroyable. De projet Dernière Chance en français. C'est lui qui a fait. Donc lui, il a vu en l'espace de 3 semaines deux de ses compositions être largement partagées. Lui, pour le coup, il pourrait être en lice pour les Oscars. Hein. Il pourrait, parce que les 2 films ont été de tels succès que forcément ils auront une porte ouverte à cette cérémonie. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai vu le film The Drama, j'avais déjà vu Projet Dernière Chance. Je savais pas que c'était le même compositeur, mais pendant le film, je me suis dit, c'est marrant ça, il y a des tonalités qui ressemblent à ce film-là, mais vraiment, j'ai dit ça, je me suis dit, mais au hasard, quoi. Et à la fin, je dis, putain, c'est incroyable, c'est vraiment le même tellement gars. Fort, mon Dieu, mais non, wow. mais je trouve qu'il y a des... L'oreille musicale cinématographique. Au moins ça. Non, mais je trouve qu'il y a vraiment des similitudes. On a eu l'occasion, toi et moi, en off, de parler de la BO de Projet Dernière Chance, que moi, je trouvais... un peu plus marquante que toi en l'occurrence, même si effectivement tu disais à raison qu'il y a des pans qui évoquent beaucoup Interstellar. Moi je trouve qu'il y a des sonorités qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la SF. Oui, non, bien sûr. Et je trouve que ces sonorités on les retrouve dans The Drama. Là pour le coup dans The Drama c'est vrai qu'il y avait beaucoup de petits sons parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir une vraie BO moi. Et elle est assez peu en fait elle va participer au fur et à mesure à avoir parfois une musique qui a l'air de sonner faux, pour participer un peu au malaise général que va ressentir le spectateur. Mon cher Bastien, après cette merveilleuse intro, quelles étaient tes attentes pour ce film ? Est-ce que tu en avais déjà ? Et quel a été ton ressenti ? Écoute, déjà, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Ce film, on le fait pour toi. Hein, voilà. Tout à fait. Déjà, et surtout, écoute, en termes d'attente. Moi, j'étais très intrigué parce que du coup, j'avais vu une bande-annonce. Et dans la bande-annonce, effectivement, il y a une histoire de révélation qu'on ne te donne pas pour garder le secret pour le visionnage. Et du coup, ça m'intriguait évidemment beaucoup. Et surtout, gros casting quand même. Je te taquine beaucoup sur ces 2 acteurs que tu aimes énormément, sur ces ce comédien et cette comédienne que tu aimes beaucoup. Mais effectivement, la bande-annonce m'avait fait voir un pan de leur jeu que je ne connaissais pas, ou peu. Donc du coup, j'étais très, 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 très curieux. Et en plus, l'esthétique de la bande-annonce me donnait vraiment envie. Et du coup, en termes de ressenti, écoute... En voyant le film, je vais être honnête, je me suis dit que c'est une histoire... Alors déjà, j'ai compris tout de suite en voyant le film, Guillaume a adoré, j'ai pas besoin d'aller lui demander, j'ai pas besoin d'écouter le podcast, j'en ai même pas besoin de faire un épisode, je sais qu'il a adoré. Et surtout en voyant le film, je me dis c'est une histoire qui aurait pu naître dans ton esprit, j'ai vraiment trouvé que c'était typiquement le genre d'histoire que t'aimais écrire en privé, etc. Donc du coup voilà, j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un très bon moment, j'ai pas vu le temps passer, je trouve que le jeu des acteurs est génial. Vraiment je les ai redécouverts avec ce rôle-là, notamment Zendaya. Vraiment elle m'a bluffé. J'ai pas la prétention d'avoir vu tous ces films. Moi Zendaya je l'ai découverte, c'était Disney Channel, Shake It Up représente les gars, les années 2000 on connaît. mais voilà, là au-delà de ça, vraiment j'ai vu une véritable actrice accomplie, je trouve. J'ai vraiment adoré ce côté-là. J'ai adoré le côté réalité et ce que les personnages imaginent. Ce petit déséquilibre voulu pour te dire là ce que tu vois. C'est un peu le contre-pied du truc, c'est que du coup c'est esthétiquement
super. C'est même en termes de montage et tout, c'est une idée qui marche, qui fonctionne. Mais par contre, tu as le contre-pied de te dire, mais est-ce que c'est arrivé ou est-ce que je l'ai rêvé? Mais même au-delà de ça, genre le fait que suite à la révélation, il la voit adolescente et que tu as des scènes où ils se baladent ensemble et d'un coup elle devient celle qu'elle est, l'actrice qui la joue adolescente, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très bien. Le reste du casting, pour le coup, fait un très très bon travail. Je disais pour la musique, j'ai pas super aimé, vraiment, parce que je trouve si elle est bien intégrée, elle est pas marquante, parce qu'il n'y a pas de véritable morceau, j'ai l'impression. Alors je t'avoue, j'ai pas été faire une recherche et écouter l'album du film, mais je trouve qu'il y a c'est vraiment des sons. C'est pas des musiques, c'est des sons qui sont omniprésents, qui reviennent souvent, et pour le coup là ça marche vraiment très bien. Ça participe au côté asphyxiant du film, c'est très bien foutu. Mais même si j'ai aimé tout ça, il y a un côté où de toute façon la relation entre les deux personnages était factice à la base, même leur rencontre, et sur le papier c'est pas grand chose. Il y a beaucoup d'histoires d'amour qui se font avec une rencontre qui paraît un peu fausse au départ. C'est le jeu de la séduction, mais dans ce film ça crée un malaise palpable dès la scène d'intro. Et en fait, tu ne quittes plus ce malaise de tout le film. C'est-à-dire que même si le film avait gardé ce côté comédie romantique, mais en fait, dès le début, dès la scène d'intro, t'as pas l'impression de voir une comédie romantique classique. C'est-à-dire que là, t'es en mode « Ah non, mais elle va marcher, leur histoire, vraiment ?» C'est parce que tu le sais qu'elle marche, en plus, leur histoire. C'est le synopsis. Mais vraiment, c'est un malaise qui ne m'a plus quitté. Et pour le coup, c'est que le film réussit vraiment ce qu'il veut faire. Le réalisateur réussit vraiment ce qu'il veut faire. Mais du coup c'est très étrange parce que dès la scène d'intro tu crées malgré tout une distance avec ces personnages. En tout cas moi c'est ce que ça m'a fait. Je sais que je l'ai vu avec Elodie et son frère et sa fiancée, et son frère au contraire lui se projetait vachement, tu vois. Donc c'est marrant que moi ça a été vraiment l'inverse. J'ai réussi à tout de suite me dire non, c'est trop bizarre. Tu vois. Donc voilà, je vais te laisser en parler après. Je vais essayer de pas spoiler la révélation qui crée un peu toutes les péripéties émotionnelles de nos personnages. Mais cette révélation, j'ai trouvé la réflexion très intéressante, même si elle est très ancrée dans la culture états-unienne, américaine, mais dans le sens les États-Unis. Alors évidemment, ça participe au malaise, mais c'est même pas cette révélation pour moi qui participe au malaise, c'est ce qu'il y a autour de quand la révélation se fait, mais on y reviendra sur les scènes. Donc voilà, ça pose de vraies questions, et j'ai trouvé que c'était une réflexion qui est très bienvenue, surtout à notre époque. Voilà, pour moi. Guillaume, mais attends, est-ce que t'as aimé le film ? C'est une bonne question, ça. J'ai pas du tout répondu. Non, oui, j'ai vraiment adoré ce film. J'ai trouvé ça extrêmement réussi. Moi, je l'attendais beaucoup après avoir vu les bandes annonces. Vraiment, c'était un des films que j'attendais le plus sur la première partie d'année, avec Projet Dernière Chance. Et j'ai vu les deux à une semaine d'intervalle. Et c'est des genres très différents. J'ai vraiment aimé les deux, mais j'ai trouvé que c'était très, très réussi. Je trouve que la force du film, je l'ai dit, c'est... le film va pas où tu t'attends à ce qu'il aille, sans spoiler tout de suite la révélation, mais la révélation, franchement, moi je m'attendais pas du tout à ça. Au final, elle paraît très... elle est pas si grave en fait, on dirait. Moi, sur le moment, elle est horrible, mais en même temps tu t'attends à un truc beaucoup pire que ça, quoi, au vu de la bande-annonce. Ouais, puis il y a un rapport à ce que c'est, et c'est pour ça que moi je trouve que le film est très intéressant, et tu l'as dit, parce que c'est un film. Et je pense aux États-Unis, ça explique peut-être les critiques aux États-Unis, parce que le film n'a sans doute pas la même perspective dans ce pays-là. Après, moi, j'ai trouvé effectivement que ça fonctionnait bien, que les deux jouaient bien. Moi, je suis plutôt dans la team j'ai pas eu de distance avec le personnage de Pattinson. Moi, j'aime bien, je trouve que ça fonctionne bien, même si, encore une fois, plus le film a... je regarde la photo de l'affiche, là, et il y a un air, hein, il manque les lunettes, parce que là, tu les as pas, mais il y a un air, il y a quelque chose, la moustache en point. Si seulement. Non, mais plus sérieusement, moi, j'ai trouvé que ça marchait extrêmement bien, et surtout, ce qui m'a conforté là-dedans, je l'ai vu, franchement, je suis allé le voir à une séance vraiment tard, parce que je voulais le voir en VO,
et je m'attendais à ce qu'il y ait personne. Je suis allé en milieu un jeudi soir, je m'attendais pas à ce que ce soit blindé quoi. La salle elle était quasiment pleine et ça fait longtemps que j'ai pas vu une salle réagir comme ça. C'est-à-dire vraiment il y a des moments de et même moi il y a des moments j'étais en mode ah non putain et vraiment il y avait un truc de la salle était je pense c'est prise au jeu du truc et en fait tu réagis pas tant à comment dire, il y a rien d'horrible entre guillemets dans ce qui se passe, mais il y a des moments où moi justement pour prendre ton idée de projection, tu dis putain non, il fait pas ça ou non putain elle va pas faire ça. Je suis d'accord. Et j'ai vraiment, je pense que ça a participé au fait que j'ai adoré le film, c'est que je trouve que ça fonctionne très bien. Et surtout, et tu l'as mentionné, je suis vraiment content que tu aies aussi relevé ce truc-là. Moi, j'ai adoré le fait qu'il y ait plein de moments dans le film, tu te dis, mais attends, là, ce que je vois, est-ce que c'est vrai ou pas? Et je trouve que le film réussit vraiment bien à faire ça. Et c'est là, d'ailleurs, où il y a souvent des pointes d'humour. Oui, je pense à la scène où il s'enfuit avec Mike, qui lui dit, non, t'inquiète, je m'occupe de tes valises, des machins. Je trouve que c'est génial, en fait. Il y a vraiment une vraie idée, et le film a un vrai message, et je trouve que son message, il le porte bien. Et c'est la bonne manière, à mon avis, de faire passer des messages à travers le cinéma. Quand je suis sorti de là, on a enregistré l'épisode de Barbie il n'y a pas très longtemps, et on a beaucoup parlé de ça, du film à message, comment tu fais pour porter un message. Et je trouve que là, ça fonctionne parce qu'il y a un vrai sous-texte, et tous les gens à qui j'en ai parlé ont parlé comme toi des États-Unis. Donc tout le monde voit qu'il y a un rapport avec ça, mais j'ai entendu personne me dire ouais en fait c'est chiant, c'est un film qui dénonce un truc aux États-Unis comme s'il l'avait subi. En fait le film il te met toi-même face à comment dirais-je aux questions qu'il pose et il t'oblige un peu à prendre position. Et moi j'ai aimé ça que tout au long du film les personnages te fassent réagir et te mettent toi-même à qu'est-ce que je ferais dans cette situation et qu'est-ce que ça raconterait de moi. Surtout, en fait, ça te met un peu face à tes contradictions. Exactement. aussi. C'est ça qui est vachement intéressant. Puis le fait que la révélation intervienne au milieu d'autres révélations des trois autres personnages. Et en fait, justement, ça te donne, je dirais pas une échelle, mais un peu. Tu te dis où est-ce que tu places l'échelle en fait ? Ouais, où est-ce que tu places l'échelle de la cruauté ? Où est-ce que tu places l'échelle de l'horreur ? Et du coup, c'est vachement intéressant. Et pourquoi ça marche par rapport à Barbie ? Parce que le message est au service de l'intrigue et pas l'inverse. Oui, je suis d'accord. Barbie, pour moi, l'intrigue n'est qu'un prétexte. On l'a assez dit dans l'épisode. Là, au final, tu as une intrigue et bim, cette révélation, c'est le point de bascule. C'est à partir de là que tout ton questionnement va se faire, mais t'en oublies jamais que ce sont des personnages. Oui, tout à fait. Et que d'abord, ce questionnement auquel toi tu es face se fait via leur réaction à eux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, parce qu'il y a cette implication du spectateur. Et tu l'as dit, le film t'oblige à créer une espèce d'échelle de valeur. Bien sûr. Qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce que je tolère pas. Et moi, je reviens à ça, mais la réaction dans la salle, j'y viendrai quand on fera le déroulé, mais il y a eu un moment vraiment, il y a eu une réaction mais générale de la salle, et je m'inclus dedans. Et après coup, je me dis, mais putain, on réagit plus à ça que à certains trucs qu'on a entendus ou vus avant, c'est bizarre. Mais parce que c'est comme tu dis, il y a une forme de ça te met face à des contradictions, on est bourré de contradictions et ce film nous le montre bien. L'être humain est contradictoire de toute façon. Exactement. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur la séance et l'importance en fait là on fait un film qui est encore au cinéma, qui est encore en salle. Et c'est vrai que ça, on le mentionne déjà de temps en temps quand on fait des films qui sont plus à l'affiche, qui sont sortis il y a des années, machin, c'est que si on a eu la chance de les voir au cinéma, mine de rien, la séance va avoir une importance, un impact sur ton ressenti à toi. Totalement. Moi, tu vois, j'ai pas vécu ça. C'est-à-dire que le film, on l'a vu pour le voir en VO très tôt. Ouais. Donc, première séance à UGC Créteil, représente. Mais du coup, à 10h, la salle était très peu peuplée. Évidemment. Un dimanche matin en plus. Ouais. Donc les gens dormaient, heureusement. Mais du coup, il n'y avait pas grand monde dans la salle. Et au final, tu te tortilles un peu sur ton siège, machin. Mais il n'y a pas eu de réaction globale, de réaction générale. Voilà. Et juste pour revenir sur Zendaya, j'ai vu une anecdote, donc je me permets de le dire. C'est qu'en fait, elle n'était pas prévue au départ. Hein, c'est elle qui a contacté l'équipe après avoir adoré le film Dream Scenario, le précédent du réalisateur. Donc je trouve ça assez... ça en dit beaucoup sur quelle actrice c'est devenue, cette femme-là. Mais totalement. Ce sera la dernière anecdote. Ouais, vraiment, j'ai adoré Zendaya. On rentre dans l'histoire, mais... Je le redis, j'ai adoré. T'en parles, c'est marrant. Depuis que le film est sorti, on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Zendaya a fait beaucoup ça. Elle est allée à l'improviste dans plein de salles de cinéma qui diffusaient le film. Alors, il y a eu des trucs qui ont été filmés, mais pas tous, parce que certains étaient quand même un peu montés par la boîte de prod. Et donc, elle s'est pointée, mais les gens ne le savaient pas.
Et donc elle arrivait avant ou après le film et elle en discutait avec les gens. Et ils ont l'air vraiment tous les deux d'aimer beaucoup ce film. On a parfois le sentiment, quand on voit notamment des press junkets avec des interviews à la chaîne des comédiens, on voit parfois qu'il y a des comédiens, bon, ça leur plaît, ils sont contents, mais sans plus. Je pense que ce film-là, tous les deux, ils l'aiment vraiment beaucoup et donc ils sont très contents de le soutenir, et notamment avec ce genre de truc. C'est pas si commun de voir des comédiens se déplacer dans des salles un peu partout pour aller parler aux gens et pour aller leur faire une surprise, tu vois. Enfin, surtout que les retombées médiatiques sont pas non plus astronomiques, mais je pense qu'ils ont et en fait que tu donnes comme anecdote le confirme, ils ont un vrai attachement à ce projet, les deux. Ouais, bien sûr. Et puis il y a le côté complicité qui fonctionne très bien. Alors j'ai lu un truc, je sais pas à quel point c'est vrai, mais c'est rigolo. C'est-à-dire que pour vraiment capter un peu le personnage de Charlie, Zendaya, de son côté, en fait, elle a regardé beaucoup de films de Pattinson, notamment beaucoup de films Twilight, en l'occurrence, le côté histoire d'amour, je pense, pour justement se plonger dans la façon de jouer du gars, et je trouve ça assez dingue, en fait. Alors, c'est très drôle que tu dis ça, parce que je vais le dire, je l'aurais dit un peu plus tard, mais je vais le dire là, parce que ça a fait incroyable, décidément. Robert Pattinson, j'ai regardé beaucoup d'interviews de deux, là. Mais ils ont une vraie complicité, hein, c'est vraiment top. Oui, hein. On imagine un couple qu'on verra à l'écran, parce que ça fonctionne bien. Et Robert Pattinson, on lui a demandé à l'avant-première qu'il y a eu à Boston, je crois, ou à New York, quel film il avait regardé lui de son côté et je suis obligé d'avoir une pensée pour Maxime, parce que le premier film qu'il a cité, c'est Mélancolia. Elle joue pas dedans. Non, mais lui, il a regardé inspiré de ça pour son personnage. Et évidemment, ça m'a fait rire en me disant putain, merde, t'as regardé ça. Un film que l'on traitera peut-être. Finalement, peut-être un jour. Ça pourrait être intéressant. Ah, mais totalement. Et ça serait marrant de voir l'évolution de notre avis sur ce film. Et on en parlera si on le fait. On vous racontera un peu le contexte du pourquoi, du comment. Mais incroyable, par contre. Mais voilà, ça m'a fait rire. Je m'étais dit que je te raconterais ça. Et tu vois, je me posais la question, en fait. Je me suis dit, mais attends, est-ce qu'ils n'ont pas joué ensemble dans un autre film, Zendaya et Pattinson? En fait, non, c'est leur seul film ensemble, apparemment. C'est leur premier film ensemble, ouais. C'est la seule collaboration. On peut imaginer qu'il y en aura d'autres, clairement. Ouais, bien sûr. On va rentrer un peu dans l'histoire. Donc, je l'ai dit, ça débute comme une romance vraiment classique dans la banlieue de Boston. Charlie Thompson, qui est donc campé par Pattinson, est conservateur de musée. C'est un Britannique un peu guindé et il va tomber amoureux de Emma Harwood, qui est jouée par Zendaya, dans un café. Leur rencontre est assez maladroite. Il y a un quiproquo autour d'un livre. En fait, il la voit en train de lire, un peu le cliché de il la trouve jolie, il va lui parler, sauf qu'il lui parle, elle ne lui répond pas, parce qu'on va très vite comprendre qu'elle est sourde d'une oreille, donc tout simplement elle ne l'entend pas. Mais finalement, après ce premier contact, ils vont décider de se revoir. Il va obtenir un rencard avec elle, dans lequel il va lui avouer que finalement il n'a absolument pas lu le livre qu'elle était en train de lire, parce que c'était le moyen avec lequel il avait essayé de la draguer, dirons-nous. Puis ils vont poursuivre leur histoire. Petite parenthèse d'ailleurs, le livre qu'elle lit n'existe pas. Ne cherchez pas, ce livre n'existe pas. Alors oui, et justement c'est marrant que tu parles de ça, parce que j'attendais que tu finisses un peu. Et alors j'ai lu une anecdote, apparemment le livre justement n'existe pas et pourrait teaser le prochain projet du réalisateur. Voilà. Ah ok, ça serait franchement ça serait bien fait. Ce serait un petit côté méta, un petit côté Pixar qui aime bien cacher des trucs dans ses films. Ça serait assez cool. 2 ans plus tard, notre couple est au sommet de son bonheur et de son idylle, et ils décident donc de se marier, et donc on assiste au dernier préparatif du mariage, où ils vont notamment choisir leur DJ, Pauline, dont on va avoir l'occasion de parler, et puis tout un tas de prestataires. Ils ont rendez-vous avec la photographe, etc. Et puis, alors qu'ils sont vraiment dans les derniers jours avant le mariage, ils vont justement croiser leur DJ dans la rue, qui est en train tout simplement de s'injecter de l'héroïne, ce qui va les mettre dans une situation un peu étrange, parce que d'un côté lui a plutôt envie de ne pas de changer de DJ, tandis que Zendaya lui dit mais on va pas la juger pour ça, elle fait ce qu'elle veut tant qu'elle pose pas de problème. Donc ça nous pose aussi un petit peu le fait qu'elle a l'air d'être un peu plus, je vais pas dire plus tolérante que lui, mais voilà, ça les regarde pas, elle se prend moins la tête, elle est capable de dire que tu sais pas la vie des gens, ça veut rien dire sur son travail. Exactement, alors que lui il est un peu plus, on sait jamais s'il y a des problèmes, on va éviter quoi.
Donc, je l'ai dit, on est à quelques jours du mariage et ils vont organiser une soirée avec leurs témoins, donc Rachel, qui est jouée par Ainsley DeGlow, et Mike, qui est joué par... qui n'est pas joué par Ainsley DeGlow, je dis n'importe quoi, qui est joué par Alana Haim, justement. Et Mike, qui est joué par Barry... Non, par qui ? Mais pourquoi j'ai mélangé tous les noms ? C'est terrible. Qui est joué par Mamoudou Hati. C'est terrible, hein, ça va bien se passer. Donc, ils ont une soirée tous les quatre en préparation de ce mariage, une soirée dans laquelle ils dégustent les plats qui vont être servis au mariage. C'est un peu le dernier moment où on va tester, ce qui nous évoque des souvenirs récents, mon cher ami. Et finalement, cette soirée va déraper puisque les témoins vont proposer, sous l'idée de Mike, de raconter le pire truc qu'ils ont fait dans leur vie, expliquant que eux-mêmes, avant de se marier, avaient réalisé cet exercice. Et donc, chacun va aller à sa confession. Donc, on apprend, par exemple, que notre ami Charlie a cyberharcelé un élève quand il était au lycée. Quand il avait 14 ans, ce qui a mené au déménagement de ce dernier. Voilà. On apprend que Rachel, elle a eu un comportement très étrange avec son voisin et qu'elle l'a littéralement enfermé dans une cabane, dans une caravane, je crois, au milieu des bois. Bizarre, et il l'a laissé passer une nuit, et alors que ses parents cherchaient, n'a pas voulu dire où il était. Sachant que c'était un enfant handicapé mental. Exactement, et qu'elle trouvait un peu bizarre avec elle. Donc voilà, on nous raconte ça. Et ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'est qu'elle nous raconte ce truc, et ça va poser une question jusqu'à la fin du film à laquelle on n'a pas la réponse, puisqu'elle dit que l'enfant va très bien à la fin, mais on peut un peu remettre en cause cette version-là. Voilà. Et puis va arriver le tour d'Emma. Oui, et avant ça, il y a aussi quand même le mari de Rachel qui dit que lui, avec son ex-compagne, en fait, ils se sont fait attaquer par un chien errant un peu chaud, et en fait, du coup, il l'a balancé et il se servit d'elle en tant que bouclier humain. Exactement. Donc, rien de très glorieux. Et arrive donc le tour d'Emma, qui va être l'élément de bascule du film, et elle va expliquer, un peu à cause de l'alcool... La révélation arrive, attention. Et elle va donc expliquer que lorsqu'elle était adolescente au lycée, elle a envisagé de faire une tuerie de masse dans son lycée et donc de venir avec une arme et de tuer à peu près tout le monde. Et ça va jeter un véritable froid dans l'assistance. Les gens croyant qu'elle rigole. Exactement. Au début, tout le monde dit « mais non, t'as pas fait ça » et tout. Et à partir de là, forcément, il va y avoir un malaise qui va monter crescendo. D'abord parce que Rachel va lui dire mais comment tu peux avoir fait ça ? Moi j'ai ma cousine qui est handicapée parce que justement elle s'est pris une balle dans une tuerie de masse dans un lycée. Et puis Charlie qui dit mais attends, c'est pas vrai, t'as pas vraiment planifié ça quoi. Et en fait si. Et donc à partir de là, je répète, on est à quelques jours du mariage, vont commencer les problèmes et les angoisses de notre ami Charlie qui lui est très très perturbé par cette révélation. Et donc les préparatifs du mariage s'envoient chambouler, à commencer par les répétitions de danse. On avait assisté un peu plus tôt dans le film à une première répétition qui donne lieu à une scène qui est très réussie d'ailleurs d'un point de vue visuel, et avec l'apparition du titre. Et là, on va les voir à nouveau danser, mais sauf que là, on voit bien qu'ils sont pas du tout dedans, que ça marche pas, et que lui, il est vraiment dans le mal, notre ami Pattinson. Alors, je me permets juste de te corriger. Pour moi, on ne les revoit pas danser. Pour moi, là, ce qui suit cette révélation, parce qu'ils rentrent chez eux, etc., c'est la séance photo. Oui, tu as raison. On ne les voit pas danser. On les voit aller chez la photographe dans une scène qui, du coup, l'a fait écho à ce que je disais tout à l'heure dans l'intro. Et donc, ils vont faire des tests avec la photographe pour le mariage. Et là, vraiment, ils passent une séance horrible. Surtout Charlie qui arrive vraiment pas à lâcher du lest, quoi. Mais clairement. Et donc, vraiment, ils n'ont aucune complicité. On voit bien que ça ne marche pas du tout. Alors que justement, ça fait écho, c'est pour ça que je me suis trompé avec la scène de la danse où ils étaient extrêmement complices, où il y avait vraiment un lien quand ils étaient tous les deux. Là, clairement, ça marche pas du tout. Oui, bien sûr. Et puis, moi, en fait, ce que je trouve justement, c'est que ça inverse les rôles. C'est-à-dire que là, pour la séance photo, c'est le personnage de Zendaya qui essaye de faire l'effort, qui essaye de faire ce que la photographe demande et compagnie, alors que c'est elle qui est à l'origine, entre guillemets, du malaise de Charlie. Et Charlie qui est complètement réticent, qui la fuit presque, en fait, qui arrive pas à faire un sourire correct et compagnie. Exactement. Alors que pendant la scène de danse, c'était l'inverse. C'est-à-dire que c'était très millimétré et compagnie. Charlie faisait exactement la danse qui était prévue, machin. Et Zendaya a dit, mais ça ne nous représente pas. Est-ce que tu veux pas qu'on mette une chanson un peu plus rigolote, machin ? Donc ils mettent une chanson et Charlie ne peut pas le faire, puisque en plus la super prof de danse qu'ils ont les arrête très très vite. Mais voilà, là les rôles sont un peu inversés en fait, et on sent que la situation
de tout ce que lui préparait. C'était lui qui était un peu porteur de ce mariage, qui préparait un peu tout vraiment, même s'il le faisait à deux, c'était lui qui était à l'origine un peu de tous ces trucs-là. Oui, puis c'est le personnage un peu méticuleux. Voilà, et ben là c'est lui qui se fait complètement dépasser par tout ça. Et donc du coup, au-delà de ce truc-là, notre ami Charlie va petit à petit sombrer dans de la paranoïa, donc ce qui va donner lieu, on l'a dit tout à l'heure, à tout un tas de scènes où on le voit... il imagine tout un tas de trucs que va faire sa femme, qui elle-même imagine des trucs. Elle imagine qu'il s'est barré, je l'ai dit tout à l'heure, avec son témoin et tout. Donc le film là commence vraiment, et moi je répète, mais un truc qui fonctionne très bien, à nous perdre. C'est-à-dire tu sais plus trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Et les choses vont s'empirer puisque la témoin Rachel va annoncer qu'elle refuse tout simplement d'assister à et de venir à la cérémonie. Donc ce qui va vraiment mettre Emma seule face à sa culpabilité. Et de son côté, lui, Charlie, il essaye de trouver comment réagir, et il va malheureusement confesser à demi-mot ce qui lui arrive à une de ses collègues qui s'appelle Misha, qui est jouée par Dorcas Leila. Et malheureusement, il va commettre l'irréparable, on peut le dire. En tout cas, il est à deux doigts de la tromper. Il va l'embrasser d'abord, puis ils vont être vraiment ils vont presque en train de le faire. Voilà, de commettre un acte sexuel, et finalement ils vont il va s'arrêter parce s'arrêter juste avant. Voilà, il y a vraiment un moment on comprend qu'il voit bien qu'il va faire une connerie, donc il arrête. Et de son côté, lui, il est vraiment dans une tension absolue, et on est vraiment là à 1 ou 2 jours du mariage, donc on sent que le mariage va être explosif. Et Emma, elle, de son côté, elle fait de plus en plus de cauchemars dans lesquels on nous remontre un petit peu le contexte de comment est-ce qu'elle avait préparé l'attentat. Et en fait, on se rend compte que ce qu'elle avait préparé, c'était pas juste une idée. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'elle avait récupéré l'arme de son père, qu'elle avait planifié un truc avec des horaires, c'est en ça que le film est un peu terrifiant, parce qu'on se rend compte que c'est pas une idée qui l'a traversée, c'est un projet qu'elle a planifié. Et d'ailleurs, elle explique, je suis passé assez vite là-dessus, mais Charlie l'interroge à plusieurs reprises dans le film, et elle explique que c'est vraiment un événement anodin qui lui fait ne pas le faire. C'est-à-dire que sur le trajet pour y aller, je sais plus qu'est-ce qu'elle a comme problème dans la voiture avec son père, et finalement, elle décide de pas le faire, alors que elle était prête à passer à l'acte. Ouais, alors en fait, quand elle fait la révélation sur la scène du repas, en fait, il lui dit justement ça tout de suite. Il dit mais non, mais tu déconnes, t'y as pensé comme beaucoup d'élèves, mais t'as pas fait. Enfin, si, j'avais pris le fusil de mon père, c'est même pour ça que je suis sourde d'une oreille, parce Exactement. Que je me suis pété le tympan en m'entraînant au tir. Et donc là, scène qu'on va voir d'ailleurs. Scène qu'on verra aussi plus tard. Mais par contre, l'événement anodin, en fait, n'en est pas un. Ce qui l'a arrêté, c'est qu'il y a eu une autre tuerie de masse. Oui, c'est vrai. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est et en fait, c'est justement ce que Rachel et compagnie lui reprochent. Ils lui disent, mais attends, c'est-à-dire qu'en fait, tu l'as pas fait parce que quelqu'un l'a fait avant toi. Ouais, c'est un peu ça. Et en fait, il y a certains des élèves de sa classe qui en sont morts en fait de cette tuerie parce que c'était au centre commercial, je crois. Exactement. Donc ouais, mais bon, bref, ça c'est peu importe l'événement qui l'en a empêché, le fait est qu'elle n'est pas passée à l'acte. Mais en tout cas, moi, quand je disais anodin, c'est pas sur l'événement en tant que tel, c'est qu'en fait, c'est pas elle qui a changé d'avis. C'est-à-dire, elle est pas à l'origine de son changement. Elle a changé d'avis par la force des choses, ouais. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. Je m'arrête là avant qu'on termine sur la dernière partie qui sera le mariage. À ce stade, est-ce que toi, tu as des scènes oui, clairement. Alors déjà, juste avant de rentrer dans mes scènes, je vais rebondir sur ce que je disais sur Zendaya et Pattinson tout à l'heure. En fait, on disait que c'était une année un peu forte en termes de blockbuster et compagnie. Sache qu'ils sont également à l'affiche de The Odyssey et de Dune 3, tous les deux. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais l'impression qu'ils avaient joué dans plusieurs films, c'est parce qu'ils sont au casting de 3 films cette année. Donc voilà, c'était juste pour la précision pour vous et pour nous. Et en termes de scènes préférées à ce moment-là du film, en scène marquante, moi c'est la scène de la révélation, tout simplement. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres, en tout cas pour moi. Elle est tellement bien filmée, tellement réaliste. Ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais les dialogues, on dirait que c'est de l'impro tout le temps. C'est-à-dire que ça se coupe la parole, t'as l'impression d'assister à un vrai repas, d'être une petite souris sur la table. Bon, alors sur la table, ils auraient peut-être pas mangé du coup, mais en tout cas, t'as l'impression d'être... de pas être à ta place, de te dire je suis vraiment en train de vivre des moments que je devrais pas voir en fait, des moments vrais. Et du coup, c'est super bien foutu, c'est super bien joué, c'est super bien écrit, et j'ai adoré la montée en puissance des révélations, parce que du coup, dans l'ordre, c'est d'abord le mari de Rachel, donc le bouclier humain avec le chien, qui est déjà un gros truc, mais bon, tu te dis il était plus jeune, machin. Ensuite, on passe sur Rachel, qui pour moi a fait tu vois, et c'est là qu'on voit l'échelle de chaque personne, mais pour moi, c'est elle qui a fait le truc le plus horrible. Je veux dire, le petit a été retrouvé apparemment 3 jours plus tard, enfin au moins 2 jours plus tard, et elle disait rien.
pas peur de se faire crier dessus, bon, s'il te plaît. Machin. Robert Pattinson, le personnage de Charlie, qui dit qu'il a cyberharcelé un ado de 14 ans au point que celui-ci déménage. Et pour désamorcer, il dit oh bah oui, mais bon, c'est peut-être une coïncidence. Il avait peut-être déjà prévu de partir. Et parce que du coup, ce qui est fou, c'est que lors de ces 3 anecdotes que je viens de redire, c'est vraiment une discussion entre potes. Donc c'est-à-dire qu'ils sont là, ah non, tu déconnes, t'as pas fait ça. Et ils sont tous morts de rire avec l'alcool, ils sont contents. Et elle balance un truc qui lui tient à cœur, qui est dur et qui est effectivement un sujet tellement important aux États-Unis. Et c'est là que tu vois que le film te met te fait te créer ta propre échelle d'atrocité, mais en réalité, aux États-Unis, elle est déjà toute faite. Et que tu sens qu'on n'est pas du tout dans le même pays, dans la même culture. Et eux, pour eux, les tueries de masse, paradoxalement, c'est un des trucs les plus hauts dans leur échelle d'horreur, mais en même temps, c'est un des trucs les plus communs aussi, puisque oui, tout à c'est fait. pour ça que je précisais que ce qui a empêché le personnage de Zendaya de passer à l'acte à l'époque, c'est parce que quelqu'un d'autre l'a fait avant à un autre endroit. Donc c'est te dire qu'en fait, elle le dit elle-même, elle dit à l'époque, il y en avait un peu partout des tueries de masse et compagnie, tu vois. Donc voilà, donc non, la scène de la révélation, je trouve qu'elle fonctionne super bien parce que justement tout le monde est un peu léger alors qu'il raconte les pires choses. Et quand Zendaya balance son truc, et ben là ils sont tous... Tu sens qu'ils n'arrivent plus à rire et tout. Et puis voilà, moi ce que j'aime après, c'est tout ce qui découle de ça. C'est le côté où Pattinson, il n'y a pas un moment où il se dit bon, l'important c'est quand même qu'elle soit pas passée à l'acte. Tu vois, il se le dit au dernier moment, quoi, quand il est trop tard. Et il passe par tous les états d'esprit. Et moi je trouve ça fou. Alors après, moi, comme je me suis pas projeté, peut-être que comme j'avais cette distance, bah, du coup c'est facile à dire, mais j'imagine que si tu te projettes, tu te dis mais merde, comment j'aurais réagi. Et c'est vrai que je pense que c'est plus facile de dire que non, moi j'aurais accepté parce que c'est plus la même personne, mais en même temps c'est plus facile à dire. Et après oui, en termes de scène, il y a tout ce qui découle avec Rachel, enfin le fait que ça soit disant sa cousine qui est en fauteuil roulant, sa cousine qui est en fauteuil roulant, bah, au final, c'est une cousine qu'elle voit jamais. Oui, clairement. Elle l'a dit là juste pour dire, c'est vraiment Rachel, c'est le personnage de dire ah non mais moi je sais très bien de quoi vous parlez quand vous parlez d'horreur parce qu'en fait c'est arrivé à la meilleure amie de la cousine de ma tante et donc je l'ai vue une fois dans ma vie. C'est exactement ça en fait qu'elle dit avec sa propre cousine. Et je trouve que ce paradoxe, alors qu'elle-même, il n'y a pas une minute où elle remet en question l'acte qu'elle vient de donner. Moi j'ai trouvé ça fou. Donc c'est pour ça vraiment que la scène de la révélation pour moi c'est facile, c'est en même temps une scène marquante, c'est la scène pilier du film. Évidemment qu'elle marque. Et sinon j'ai adoré le dernier acte, mais on y reviendra. Et surtout j'ai beaucoup aimé la scène finale. Non mais... Et toi, pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie. Bon, évidemment, je te rejoins. Juste pour étayer un peu ce que tu dis, parce qu'effectivement, la révélation... Je pense qu'on a une perception différente du fait qu'on est, tu l'as dit, pas aux États-Unis. Je suis désolé de faire ça, mais ça va quand même mettre en perspective. Il y a des stats sur les tueries de masse aux États-Unis. On en compte en moyenne depuis 2006 24 par an. T'imagines ? Donc c'est-à-dire qu'il y en a 2 fois par mois, ça arrive aux États-Unis. C'est fou. Alors il faut mettre ça en perspective de la taille du pays, de son d'habitants, etc. Mais ça veut quand même dire qu'effectivement c'est quelque chose, qui est profondément ancré dans la culture américaine. Et moi, c'est ce que je disais dans l'édito. Il y a une culture de la violence aux États-Unis. Oui. Il y a tout un débat sur le port d'armes, etc., etc. Et encore plus aujourd'hui. Mais tout à fait. C'est un peu ce qu'on disait avec une bataille après l'autre. Oui, mais bien sûr. C'est vraiment un sujet extrêmement actuel. Et c'est vrai que la scène de la révélation, elle est aussi efficace pour ça. Tu l'as dit d'abord d'un point de vue du montage, de la manière dont c'est fait. Ils sont, à la fin, ils sont dans une pièce qui est très sombre, qui a l'air d'être une espèce de gymnase ou de salle des fêtes dans lequel ils testent les trucs des cuisines. Là. En fait, pour moi, c'est là où ils font la cérémonie, c'est la salle de réception, mais avec juste leur table au milieu. Quoi. Exactement. Et donc du coup, c'est fait. On a l'impression qu'ils sont quasiment sur fond noir parce que on voit quasiment que les personnages et c'est très très bien fait d'un point de vue de la lumière. Et en y réfléchissant, c'est la seule table rectangulaire parce qu'ils sont 2 et 2 face à face. Ouais, tout à fait. Et toutes les autres tables qui sont un peu disparses sont rondes. Oui, tout à fait. Et du coup, ça renforce ce que tu disais, le sentiment qu'on n'est pas censé voir ça. Absolument, ouais. Il y a un côté, on est dans leur intimité, et ça, c'est une vraie force du film en général. Moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé, c'est cette proximité avec eux,
Et le fait que, non pas tu te projettes dans les personnages, mais tu te projettes très bien dans les situations. Et effectivement, tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce qu'on aurait accepté, est-ce qu'on aurait accepté ou pas, et qu'est-ce qu'on aurait accepté. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est que le film, finalement, le personnage de Charlie, il cherche peu à comprendre pourquoi elle a fait ça. Ouais. Et ça, je trouve que c'est assez fascinant. C'est-à-dire que ça pose aussi cette question de sa réaction, elle est entre guillemets presque égoïste, parce qu'en fait il réfléchit à comment lui il va gérer. En aucun cas il réfléchit à pourquoi elle a voulu faire ça. Et pourtant il lui demande plusieurs fois, genre mais pourquoi t'en es arrivé à penser ça? Et même quand elle lui explique, il refuse d'entendre en fait. Ouais, il y a un peu ce truc là. Il y a un refus. Il y a un refus et il y a il a un réflexe un peu pavlovien de mais non en fait ça prend, c'est tellement énorme, ça prend le dessus sur le reste quoi. Après, effectivement, la question est de ce qui se pose, c'est est-ce qu'on doit être jugé pour ce qu'on n'a pas fait ? C'est une vraie question et j'ai pas de réponse absolue à ça. Mais là où c'est très intéressant, et tu l'as dit, finalement, le personnage de Rachel, il est intéressant pour ça. Le personnage de Rachel, c'est une extrapolation de la bien-pensance. C'est-à-dire que elle sait. Donc elle fait son classement et il n'y a pas de débat dans son classement. Et d'ailleurs, on voit bien, c'est elle qui dit à Mike de partir, elle veut que Mike ne vienne pas au mariage. C'est une casse-couille. En tout cas, elle est dans une Vraiment. logique de moi, ma vision, c'est ça, c'est la bonne, donc il faut que tout le monde me suive. Là où Pattinson, il est vraiment dans un tunnel où il réfléchit lui-même comment il va gérer l'information et il n'est pas vraiment capable de réfléchir autrement que à travers sa vision à lui. Et moi, j'ai bien aimé ce postulat-là. Après, pour pas faire 2 heures sur cette scène-là, moi, j'ai beaucoup aimé la scène où il écrit le discours avec Mike. Ah oui, c'est la parce première, que en cette plus. scène-là, du coup, permet de raconter leur histoire. Ah oui, c'est vrai. Et là, vraiment, tu te rends compte que ce couple à l'écran fonctionne extrêmement bien parce que il y a plein de scènes marrantes, le truc où elle lui baisse son pantalon, les scènes où ils se marrent, les scènes où ils couchent ensemble. Il y a vraiment, on te montre un spectre assez global de leur vie et en fait, t'y crois. Ça a l'air crédible leur histoire, même si ils ont pas les tronches de Monsieur et Madame tout le monde, mais globalement, t'as quand même un peu envie de croire en ce truc-là. Et on l'a dit tout à l'heure, mais le cadre dans lequel ils vivent, l'appartement, il participe à ça. C'est vraiment un bel endroit. Donc je trouve que ça raconte un truc assez joli. Et c'est marrant parce qu'à partir du moment où il y a la révélation, lui, il doit finir son discours et il n'arrive plus à écrire. Et il efface ce qu'il a écrit. Et on va y venir, mais du coup, au final, il va même pas lire son discours tel qu'il l'avait écrit. Il a quasiment tout effacé, je crois, dans une scène. Exactement. Plutôt, donc, et c'est vraiment marrant de voir que finalement, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'elle a fait. C'est quelque chose qu'elle a imaginé et elle l'a dit sous le coup de... Elle le dit, si j'avais pas bu, je l'aurais pas dit, enfin voilà. Et donc c'est fou de la question que ça pose de est-ce qu'on peut tout remettre en cause pour un truc qui n'a pas eu lieu. Et c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Et du coup je parlais des réactions dans la salle. Et moi là où il y a eu plus de réactions dans la salle, c'est quand il est au bord de tromper sa femme avec Misha. C'est-à-dire que dans la salle, il est toujours un truc... Oh non. Genre, on a envie qu'il se rabiboche, on a envie que ça marche. Et du coup, tu te dis, mais c'est marrant parce que, en en discutant autour de moi, tous les gens m'ont dit, mais le méchant, entre guillemets, de l'histoire, c'est lui. Parce que c'est lui qui cherche pas à... Alors, c'est facile à dire, hein, mais mais c'est un peu la perception. Je pense que c'est avec nos codes européens. Mais sans doute. Français, et je pense que ça, le fait que il la trompe presque à ce moment-là, tu dis en fait c'est ta seule réponse quoi. C'est vraiment tu réagis pour toi et tu la rentres pas du tout dans l'équation de la résolution du problème. Et en fait c'est le problème et c'est tout. En aucun cas elle est une source de solution. Donc voilà, après moi j'ai adoré la scène de la danse. Au-delà de ce qu'elle raconte dans la mise en scène, je l'ai trouvé extrêmement réussi. Et puis la manière dont ils amènent le titre à l'écran, c'est con mais je trouve que on a très souvent soit pas de titre du tout dans les films, c'est quand même courant maintenant, soit des titres qui apparaissent un peu à l'arrache. Là, je trouve qu'il y a un effort, et je vais pas dire que c'est dans la diégèse du film, mais dans l'esthétisme, ça marche parfaitement, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. On termine l'histoire, si ça te va. Donc nous arrivons finalement le jour du mariage. Il est bon de mentionner que finalement Rachel est bienvenue au mariage avec Mike, mais qu'elle est, on voit bien, extrêmement mécontente d'être là. La fête, avant que la fête ne démarre, on a nos amis Charlie et Emma qui décident finalement, sur la demande d'Emma, de changer de DJ.
Donc il renvoie Pauline, et là on sent qu'elle est à bout en fait. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant elle avait défendu, et là juste elle en peut plus parce que l'autre lui parle. Parce qu'en fait il la confronte et en gros la meuf refuse Elle de nie. dire bah non, vous savez pas de quoi vous parlez, jamais j'ai fait ça, machin, Exactement. machin. Et du coup elle supporte pas le mensonge, et du coup elle lui dit mais tu te fous de la gueule du monde, il y a des choses tellement plus graves que juste fumer de la drogue. Mais c'est ça, puis elle est à bout de nerfs. Donc, Et puis elle est à bout de nerfs, bien sûr. donc clairement, il la renvoie. Et puis donc le mariage se déroule. Donc on les voit d'abord, il y a quelques scènes, on les voit voilà, au moment où ils s'échangent leurs vœux, etc. Et puis on arrive au moment où ils sont tous réunis dans cette grande salle, dans laquelle il y a également Misha qui est présente avec son mari. Donc on a quand même un cocktail bien explosif entre ce que chacun sait des autres, et ça participe à la tension. Ouais, moi ça m'a vraiment fait penser à un vaudeville. Oui, mais clairement. Et j'ai C'est-à-dire que vraiment beaucoup aimé ce truc-là. tu te Mais dis, un vaudeville tragique. mais qui va dire quoi? Ouais, Parce que ouais. vraiment, il y a trop de gens qui peuvent Il y a trop de être le grain quiproquos de sable, possibles. quoi. Il y a trop de quiproquos possibles. Et puis on voit que Emma, elle est pas bien, que Pattinson, il est pas. Ils ont aucun lien. Ils se regardent jamais. C'est pas le mariage de rêve, quoi. Exactement. Et puis voilà, finalement, Emma va à un moment donné aller aux toilettes et va intercepter une conversation entre Misha et une invitée, je crois. Et Misha et son téléphone, en fait, elle se réfugie aux chiottes et elle entend à travers la porte Misha parler à son téléphone. Et du coup, elle va. Non, parler à quelqu'un, oui. Ouais, je crois qu'elle parle à quelqu'un, enfin, bien peu sûr. importe. Et du coup, elle discute, et en fait, Emma croit avoir compris ce dont Misha parlait. En fait, elle croit que Misha sait ce que Emma a fait. Ouais, Il y a un quiproquo sur ça. Et donc, du coup, elle va la confronter avec Charlie en étant persuadée que c'est Charlie qui lui a raconté. Et sauf qu'évidemment, lui, voyant arriver, va avouer qu'il a failli la tromper avec elle, ce qu'elle ne sait pas du tout. C'est pire que ça. C'est-à-dire que Misha, dès qu'elle arrive dans la salle avec dit, c'est Emma, lui. elle fait mais c'est lui qui m'a embrassé. Et là, Emma, elle fait Quoi Et là, vraiment, il y a encore une Et fois là, Charlie, le malaise qui monte. Exactement. Donc là, on atteint vraiment un sommet moi, personnellement, à la séance, je sais putain, mais c'est horrible, il faut que ça se termine, quoi. T'es pas bien. Tout le monde revient à table. On a le discours du père, qui est un beau discours, mais on sent bien qu'ils ont pas du tout la tête à ça, donc ça les touche très peu. Et puis vient le discours de Rachel. Oh là là. Et là, il y a vraiment, tu te dis à chaque mot, est-ce qu'elle tout va balancer. le dire, elle va le dire, et elle ne dit rien, finalement. Et puis, Pattinson va prendre la parole à son tour dans un discours improvisé. Faut pas improviser. Hein. Et là, je vais écrire clairement, mes vœux. Hein. Ah, mais... Faut que je les écrive. Et en fait, ça va être un espèce de truc il s'excuse, il va reconnaître du coup qu'il a embrassé Misha alors qu'elle est dans la salle avec son mari. Donc là, il va se confronter avec le mari, et là, ça va déclencher une bagarre. Coup de boule. Et il va se prendre un énorme coup de boule. On se retrouve un petit peu après. Et finalement, on retrouve notre Charlie qui rentre dans son appartement, toujours avec son costume de mariée, mais ensanglanté. Il a la gueule de travers, les cheveux ruinés, et surtout son costume... Le nez un peu cassé. Le nez cassé, et puis son costume complètement abîmé. Il se retrouve seul, il essaye d'appeler Emma qui ne lui répond pas. Il ne sait évidemment pas où elle est. On comprend qu'ils ont tous quitté le mariage, et on devine bien les raisons. Et il va finalement aller dans un petit restaurant en bas de sa rue pour aller commander des frites et un burger, je crois, enfin un fast-food, quoi. Et d'un seul coup va arriver Emma, qui est toujours en robe de mariée avec une doudoune orange, et elle va le rejoindre à sa table, et ils vont entamer ils vont mimer la scène de leur première rencontre, chose qu'on les avait déjà vu faire un petit peu plus tôt dans le film, comme étant un jeu qui, visiblement, quand ils s'engueulent, c'est chose qu'ils font pour désamorcer, ou quand il y a quelque chose qui va pas. Ouais, c'est ça. Puis surtout, je crois que en fait, il mime une première rencontre, pas la leur, mais il mime une première rencontre. Et en fait, en gros, suite à la révélation d'Emma, Pattinson n'arrive plus à être excité. Oui, voilà. Donc ils essayent. Et en fait, à un moment donné, elle lui fait ce coup-là. Moi, je m'appelle Emma, et toi, tu viens souvent ici, machin. Et là, elle lui refait le même coup et tout. Et sachant que le fast-food en question, je crois que c'est le fast-food duquel elle parle plus tôt dans le film, justement, quand elle dit mais tu veux pas qu'on se marie, pourquoi faire une grosse cérémonie, machin, viens, on se marie on pourrait très bien aller faire leur repas chez machin, c'est leur fast-food, machin, et c'est celui-là en fait. Ah bah j'avais pas percuté, mais pour moi c'est celui-là. C'est encore mieux du coup. Et donc le film se termine sur ça, avec ce truc en fait ils choisissent de se mentir tous les deux, comme si tout allait bien, et le film te laisse le truc qu'est-ce que ça va devenir, on sait pas, parce que ils pleurent tous les deux, mais on sent
Enfin, ça laisse entendre qu'ils ont quand même envie de se pardonner, mais tu sais pas où est-ce que ça va aller, parce que ça se termine sur ce truc-là, quoi. Ouais, moi j'ai pas eu l'impression qu'ils se mentaient dans cette scène-là, justement. C'est ça que j'ai aimé, c'est le côté où en fait elle dit bon, écoute, de toute façon, ce mariage il était peut-être trop gros pour ce qu'est notre couple et ce que représente notre couple. Moi, c'est comme ça que c'est la lecture que j'en ai eue. Et alors, effectivement, il y a le côté pardon de la part de Zendaya de je te pardonne d'avoir trompé, parce que est-ce qu'un bisou s'est trompé ? Ça, c'est encore une fois à chacun de décider, mais en l'occurrence, là, oui. Surtout dans le puritanisme américain. Et donc voilà. Mais par contre, Charlie, lui, il choisit pas de pardonner. Enfin, moi, je l'ai pas lu comme ça. Moi, il choisit non, pardon. Elle lui pardonne d'avoir trompé, et lui, en fait, il s'excuse. Moi, c'est comme ça, c'est la lecture que j'en ai. Lui, à ce moment-là, il s'excuse d'avoir été aussi con. Oui. Et en fait, de pas juste avoir cherché ce que tu disais qu'il n'a pas fait, à chercher à comprendre les raisons. Et parce qu'effectivement, au-delà de l'acte abominable qu'elle aurait pu commettre, ça traduisait quand même un profond mal-être. À l'époque, elle était très, très bully. Et il y a une banalisation, justement, du harcèlement par Rachel, Mike d'une certaine manière, et Charlie. Parce que lui, en plus, a cyber-harcelé quelqu'un. Mais totalement. Tu vois, et elle, quand elle lui dit, bah oui, mais je me faisais bousculer dans la cour, j'avais aucun ami, je me faisais traiter de machin. On comprend qu'elle a vécu seule, parce que sa mère était toujours en rendez-vous, son père était keuf, était jamais à la maison. Ouais. Et en fait, ça traduit cet isolement qui peut parfois conduire au pire. Et moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et c'est pour ça que dans la scène finale, moi, la lecture que j'en ai, c'est elle lui pardonne, et lui, en fait, il s'excuse. Il a rien à lui pardonner. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je suis d'accord. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'ils aillent sur le terrain de rejouer leur rencontre. Il y a un côté où, du coup, on repart à zéro. Ouais, c'est ça. On fait comme si ça n'existait pas. Enfin, et donc, on évite un petit peu, justement, de se confronter aux problèmes qu'on vient de rencontrer. Et moi, j'ai bien aimé ça. Et en plus, visuellement, ça marche vraiment bien parce qu'ils sont, je l'ai dit, dans leur tenue de mariée, mais qui est délabrée. Elle a une doudoune ridicule, orange par-dessus, qui va pas du tout avec le reste. Et du coup, ça participe au fait de... effectivement, ce mariage, c'était peut-être trop par rapport à ce qu'on est nous. Et donc là, on revient dans un truc qui nous ressemble. Et oui, comme puis ça fait écho avec... C'est ça, puis c'est fort parce que c'est elle qui va vers lui encore une fois. Alors que ça devrait être l'inverse. Oui, totalement. Donc voilà comment se termine The Drama. Tu peux peut-être dire un petit mot sur la dernière séquence quand même, enfin sur la partie du mariage. La partie du mariage, moi j'ai beaucoup aimé parce que justement c'est tout ce que t'attends. C'est tout ce que t'attends dès la révélation et dès les réactions de chacun. Tu te dis mais... En fait, va falloir que ça explose. T'as la tension de savoir si Rachel... Puis t'as ce côté vaudeville. Est-ce que Rachel va balancer les infos ? Est-ce que Misha, tout le monde va le découvrir ? Tu sais que oui. Mais tu sais pas comment. Et du coup, c'est pas inintéressant. À partir du moment où elle amène Misha parce qu'elle croit qu'elle parle de ce qu'elle a fait Emma avec les armes quand elle était plus jeune, tu te dis, bon, bah c'est bon, c'est mort. Elle va apprendre qu'il l'a quasiment complètement trompée. Donc, moi, c'est tout ce que t'attends de... Ça aurait pu être une comédie romantique qu'il y aurait quand même eu ce dernier acte avec toutes les révélations d'un coup à la fin. Donc c'est pour ça que j'aime bien, parce que j'aime bien ça dans ce genre de film. Mais pour moi, la scène finale est encore plus belle, du coup. Ouais, mais je suis d'accord. Moi, j'adore la fin. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et effectivement, tu l'as dit, il y a un côté dans le mariage, tu attends. Moi, je trouve que le film réussit bien à te garder en malaise parce que vraiment, ça explose à la fin. C'est-à-dire que il se passe... Parce que quand Rachel elle finit son discours, tu dis mais en fait ils vont s'en sortir parce que personne va le dire, parce que finalement elle va garder son truc pour elle et voilà. Et en fait non, ça explose quand même et le fait qu'à la fin il y ait cet espoir de réconciliation qui est proposé par la dernière scène, ouais, je trouve que ça fonctionne bien dans un cadre différent et ça ramène vraiment un côté chaotique qui manquait peut-être à leur histoire telle qu'elle était présentée au début du film. D'autres choses à dire, mon cher Bastien? Ah non, c'est bon, je pense qu'on a fait vraiment le tour là. On a fait le tour. Et ben merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, abonnez-vous sur les plateformes, n'hésitez pas, sur Instagram, sur Spotify ou n'importe où ailleurs. Et puis dites-nous ce que vous avez pensé du film. On est toujours content d'avoir vos avis sur. Oui, commentez. N'hésitez pas à interagir. On répond au maximum, que ce soit sur les commentaires Spotify, les messages Insta. Donc n'hésitez pas, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut. Salut. Ne passerez pas. Je reviendrai
Tu étais l'élu, c'était toi. À la boulette. Je vous emmerde, je rentre à mon maison. D'accord, faisons comme ça.